Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, tranquille. Tu portes un polo rose? Oui, rose, c'est violet. C'est Octobre Rose. Ah, Rose. d'accord. Il faut soutenir la lutte contre les cancers féminins. Et j'invite, je réitère encore mon invitation à toutes les femmes à aller se faire dépister. En plus, c'est gratuit dans le cadre de ce mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. Voilà. D'accord, ok. Tu avais raison sur Liz Truss. Disons que ces jours étaient comptés depuis le 23 septembre, date où elle avait fait la présentation de son mini-budget, et son mini-budget qui n'est absolument pas passé. Et donc, elle avait essayé par la suite d'essayer de rattraper le coup parce que, évidemment, promettre à la fois une baisse massive d'impôts et des aides massives en faveur des ménages qui subissent de plein fouet les effets de l'inflation, sans expliquer comment elle va financer ça. Et donc les marchés financiers ont estimé que le package tournait aux alentours non pas de 50 milliards mais presque 3 fois plus, 120 milliards d'euros. Et comme son ministre des Finances après n'avait pas su convaincre les marchés pour expliquer comment est-ce qu'il allait financer ça, ça avait entraîné une panique sur les marchés, notamment à la City à Londres, et puis ça avait fait que la livre sterling dévisse totalement par rapport au dollar, et donc ça avait été catastrophique. Alors elle avait essayé de rattraper le coup en disant que c'était Kwasi Kwarteng qui était son ministre des Finances qui était responsable de ça, et donc elle avait limogé, et en mettant Jeremy Hunt qui lui 3 jours plus tard viendra au Parlement dire qu'il va abandonner la quasi-totalité des mesures qui avaient été prévues qui avaient été proposées par Liz Truss. Ça avait fini par l'achever. Et puis je crois qu'il y avait une espèce de déconnexion par rapport à la réalité de Liz Truss en fait. Il faut savoir que ce qu'elle a proposé là, en réalité, c'était prévu par Boris Johnson, mais c'était prévu avant qu'il y ait le Covid. D'accord ? Or, 2 années après le Covid, il y a eu déjà un début d'inflation lié à la relance de l'économie mondiale. Ajouté à cela, avec les sanctions économiques et financières que les Occidentaux ont prises face à la Russie, notamment sur le prix du gaz et du pétrole, ce sont ces sanctions-là qui ont encore accru, si tu veux, les effets de l'inflation. Ça a considérablement impacté ça en accélérant. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, on est un Royaume-Uni avec une inflation à près de 10%, et surtout qu'à l'intérieur du Royaume-Uni, il y a des velléités que l'on croyait au moins mises de côté pour un certain temps, des velléités d'indépendance, notamment Madame Sturgeon, la première ministre d'Écosse, qui avait remporté brillamment l'élection, les dernières législatives à Édimbourg. Et là-bas, ils sont en train de dire qu'ils ne comprennent pas. Déjà, eux, ils subissent les effets aussi liés au Brexit. Parce que, puisque l'Angleterre, le Royaume-Uni est sorti du Brexit, elle ne peut pas bénéficier des mécanismes un peu de solidarité européenne pour essayer de lutter contre les effets à la fois de la reprise du Covid, les effets liés à la fois à la pandémie du Covid et les effets liés à la prise des sanctions financières, des sanctions économiques et financières contre la Russie. Donc, ces effets-là, ils ne peuvent pas bénéficier de la solidarité et de la protection de l'Union européenne. Et donc, les Écossais, qui dans leur grande majorité avaient voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, voient que, évidemment, ils considèrent que les choses ne font qu'empirer. Et donc, cette volonté-là, il ne faut pas oublier que la dernière fois, lors du dernier référendum sur la question de l'indépendance d'Écosse, les indépendantistes étaient à un chouïa. Ils avaient quand même obtenu 49%. Donc ça veut dire que c'est en train de monter. Donc il est clair que l'Écosse dans le Royaume-Uni, ce n'est plus qu'une question de temps. Ce n'est plus une question de décennies, c'est une question d'années. Donc l'Écosse, à ce rythme-là, si les choses n'évoluent pas, l'Écosse va quitter le Royaume-Uni. Et donc elle arrive déjà en se disant que moi je vais appliquer les recettes de mon mentor Boris Johnson, en ne tenant pas compte de l'évolution socio-économique du moment. Et en plus, elle arrive, elle fait des promesses
des cadeaux fiscaux pour une minorité de Britanniques. Il ne faut pas l'oublier, hein. C'est à peine 80 000 membres du Parti conservateur, donc les militants qui ont la carte, qui ont voté pour elle. Ce ne sont pas les Britanniques. Et donc, quand elle fait des cadeaux fiscaux à cette petite frange de la population qui ne représente même pas 0,05% de la population, donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très mal passé dans un contexte économique extrêmement difficile pour les Britanniques. Faire de tels cadeaux fiscaux, c'est-à-dire que réduire de 45 à 40% l'imposition pour les Britanniques qui ont plus de 172 000, qui touchent plus de 172 000 livres sterling par an. Donc, c'est la tranche supérieure. Donc, c'est quelque chose qui est très, très mal passé. Et donc, malgré le fait qu'elle ait limogé Kwasi Kwarteng, et ça aussi, en réalité aussi, ça a été très mal perçu par les Britanniques, hein, parce qu'ils estimaient que Kwasi Kwarteng n'aurait pas fait de telles propositions s'il n'avait pas eu l'aval de Liz Truss. Et donc, le fait de le jeter en pâture comme ça, quelques jours à peine après sa nomination et la présentation de son mini-budget, pour essayer de sauver sa tête à elle, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Et c'est ce que lui a reproché Madame Sturman, le ministre de l'Intérieur, qui a démissionné. Et c'est cette démission-là qui avait précipité, si tu veux, la chute de Liz Truss. Parce que dès lors que vous avez des membres de votre cabinet qui démissionnent, ça veut donc dire que vous n'êtes plus le vrai capitaine du bateau. Et donc, c'est ce qui a expliqué. 44 jours, c'est un record. Bon, il faut repartir en 1828. Il faut savoir qu'en 1828, le Premier ministre qui avait mis le plus de temps avait fait à peu près une centaine de jours. 100 et quelques jours. Donc, oui, elle bat les records, elle fait moins, elle fait 44 jours. Bon, d'autres disent 45, bon, puisque c'est vrai qu'elle va dépasser les 45 jours, puisque il y aura une élection express la semaine prochaine, mais il n'y aura plus une campagne aussi longue comme celle qui avait vu l'élection de Liz Truss, parce qu'il faut aussi le dire, les Britanniques avaient été vraiment déçus un peu par le fond des débats. Et donc, il est clair que pour les conservateurs, ils ne voudraient pas encore gaver les Britanniques d'une longue campagne, d'un long processus électoral pour aboutir à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Donc, ça va se faire en suivant, si tu veux, les mêmes règles, c'est-à-dire d'abord les députés qui vont choisir les finalistes parmi les candidats, ensuite les militants du Parti conservateur qui vont voter et choisir entre les deux finalistes. Et ça va se faire, je crois, en quelques jours. Je crois tout au long de la semaine prochaine, la chose doit être bouclée, puisque Liz Truss a dit qu'on doit organiser les élections la semaine prochaine pour qu'elle puisse transmettre le témoin à son successeur, parce que c'est vraiment urgent, hein. Les Britanniques sont en grave difficulté et les mesures, les événements de ces derniers jours n'ont pas joué en faveur de l'économie britannique, qui s'est même encore un peu dégradée avec la multiplication aussi des grèves. Donc tout ça fait qu'on a un climat social qui est délétère, on a un climat politique aussi qui est délétère, parce que la plupart des Britanniques estiment que les dirigeants conservateurs sont totalement déconnectés, et on a un parti travailliste, donc le Labour, qui en face accule les conservateurs, peut-être pour essayer de les pousser à déclencher des élections législatives anticipées. Et ils savent que dans une telle configuration, ils auraient toutes les chances de l'emporter et de reconquérir le pouvoir. Donc, si tu veux, les conservateurs, face à ce danger-là, ne pouvaient pas accepter de laisser Liz Truss continuer à diriger le navire conservateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle la ministre de l'Intérieur avait démissionné. Et une fois qu'elle est partie, les carottes étaient cuites. Et elle a donc pris acte de cette démission et reconnaître qu'elle n'était plus en capacité de diriger et le Parti conservateur et le gouvernement britannique. C'est la raison pour laquelle elle est partie. Et puis aussi, je pense qu'elle a... Elle part avec tous ses ministres. Oui, elle part avec tous ses ministres. Donc là, ils assurent la gestion des affaires courantes jusqu'à la désignation du prochain cabinet, donc prochain Premier ministre qui va nommer les prochains ministres. Mais il est clair que le prochain Premier ministre qui va arriver aura du pain sur la planche. Il ne va pas bénéficier d'un quelconque sursis, parce que les Britanniques, on est déjà en octobre, donc le novembre, on rentre de plein fouet dans l'hiver, et on a toujours un problème avec le prix de l'électricité qui est extrêmement élevé. On a toujours un problème avec l'inflation qui tourne aux alentours qui a atteint les 10%, pardon. On a un problème
avec les entreprises britanniques qui ne bénéficient pour le moment de pas suffisamment de soutien de la part du gouvernement pour faire face à la flambée des prix, notamment les entreprises industrielles. Et donc, tout ça là combiné, et aussi il y a un problème du marché de l'emploi. Du fait de la sortie de l'Union européenne, l'Angleterre, le Royaume-Uni a besoin de main-d'œuvre dans le transport, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les hôpitaux. Donc, il y a pas mal de secteurs dans lesquels ils font face à une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, tous ces effets combinés-là font qu'aujourd'hui, la situation de l'Angleterre est particulièrement difficile. D'autant plus que si il y a un nouveau gouvernement, imaginons même un gouvernement travailliste qui arrive, ça va aussi jouer sur, si tu veux, la politique de l'Angleterre vis-à-vis de l'Ukraine. Il faut savoir que Liz Truss, comme Boris Johnson, sont de fervents défenseurs, sont des fervents soutiens de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky face à sa guerre contre la Russie. Et donc l'Angleterre fournit des armes, l'Angleterre fournit une aide financière non négligeable à l'Ukraine. Et donc, si les travaillistes arrivent, il est clair que de plus en plus de Britanniques qui, au départ, semblaient adhérer à ce soutien à l'Ukraine, mais de plus en plus de voix dissonantes sortent pour que les Britanniques revoient leur position, parce que d'autant plus ils estiment que cette espèce de surenchère là qui est surtout poussée par les États-Unis risque d'emmener, si tu veux, le continent européen à une troisième guerre qui pourrait aboutir à une troisième guerre mondiale. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui commence à poindre dans l'opinion publique britannique, et surtout qu'on est à l'approche de l'hiver. Donc tout ça combiné, il est clair que ça va aussi, le prochain gouvernement va devoir revoir sa position vis-à-vis de l'Ukraine. Pas un retrait de soutien, mais il est clair que le soutien dans la forme va considérablement changer. Et c'est la même menace aussi qui guette les Américains. Donc les changements auxquels on assiste au Royaume-Uni, c'est vrai que l'instabilité politique là-bas est plus forte, puisque depuis le Brexit, on a eu David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss. Donc on va aller à un 5e Premier ministre. Donc ça, évidemment, ce n'est pas très bien. Et on aura un 3e Premier ministre au cours de la seule année 2022. Donc tout ça, ce n'est pas très bon pour les marchés financiers. Cette instabilité-là n'est pas très bonne pour les investisseurs qui auront tendance à ne plus à reporter soit les investissements qu'ils voulaient faire au Royaume-Uni, et du fait que aussi la monnaie joue, du fait que les Américains aient relevé leur taux directeur, fait que la valeur du dollar soit plus haute, et donc le dollar devient une monnaie plus attractive, et de ce fait le dollar a recapté cette capacité-là à devenir une monnaie refuge, et c'est ce qui fait que la plupart des investisseurs, notamment qui viennent des pays émergents, ont tendance à maintenant délaisser la City pour repartir vers les places américaines comme celle de New York pour y investir. Donc tout ça fait que, évidemment, l'Angleterre se retrouve dans une situation quand même assez délicate, et donc il est clair que le prochain Premier ministre aura du pain sur la planche et n'aura donc pas de période, il n'aura pas de sursis, il sera directement acculé et directement, si tu veux, mis au pied du mur pour être jugé. Voilà. Les relations ne sont pas bonnes entre l'Allemagne et la France en ce moment. Oui, les relations ne sont pas bonnes parce que, évidemment, il y a la question énergétique. Il faut savoir que lors du sommet d'hier, le sommet qui s'est ouvert hier sur la crise énergétique en Europe, il y a, si tu veux, grosso modo, 2 camps. Vous avez un camp de pays qui souhaitent qu'il y ait un plafonnement de prix. Le prix du gaz, parce qu'il faut savoir que le prix de l'électricité est fixé par rapport au prix du gaz, et donc comme la plupart des pays européens utilisent le gaz, même si c'est dans des proportions qui varient d'un pays à l'autre, mais il y a quand même l'utilisation du gaz dans la production d'électricité. Et donc dans le marché de l'ARENA, le marché européen de l'électricité, on considère que c'est le prix de l'intrant le plus élevé dans la production de l'électricité qui va fixer le prix de l'électricité. C'est-à-dire qu'en Europe, on produit l'électricité en utilisant les panneaux solaires, en utilisant l'éolienne, en utilisant les barrages hydroélectriques, en utilisant parfois le charbon et le gaz. D'accord ? Et parmi ces 5 intrants, on regarde le prix de l'intrant le plus élevé. En l'occurrence, pour le moment, c'est le prix du gaz qui est le plus élevé. Et c'est donc ce prix du gaz-là qui sert si tu veux, de base pour le calcul de la valeur de l'électricité. Donc, ce qui fait que d'un côté, ceux qui produisent de l'électricité, en réalité, les entreprises qui produisent de l'électricité, soit à partir
partir du charbon, soit à partir de l'éolienne, soit à partir des barrages hydroélectriques et du nucléaire aussi, j'avais oublié le nucléaire. Donc, c'est des productions qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, l'intrant, le coût de revient est extrêmement faible, mais si tu veux, le prix de vente à la sortie est extrêmement élevé et donc ils font des profits énormes. C'est ce qu'on appelle les super profits que font les entreprises de l'énergie. Donc, c'est les entreprises qui produisent de l'électricité. Et donc, in fine, les Européens essaient de voir comment faire pour, si tu veux, casser ce mécanisme-là qui est profondément injuste parce que in fine derrière ce sont les ménages et les entreprises qui payent le prix fort de l'électricité. Donc il y a par exemple dans la péninsule ibérique l'Espagne et le Portugal qui avaient demandé à la Commission européenne d'avoir une dérogation pour sortir de l'ARENA, c'est-à-dire que maintenant le prix de l'électricité n'est plus corrélé au prix du gaz, donc ça a permis de chuter considérablement le prix de l'électricité. Et deuxièmement, si tu veux, l'Espagne et le Portugal, grâce à cela, ils ont donc décidé aussi derrière de plafonner le prix du gaz parce qu'il y a des ménages, il y a des entreprises qui utilisent le gaz pour produire de l'énergie et il y a des ménages qui utilisent le gaz pour se chauffer. Donc ces deux pays-là aussi ont plafonné les prix du gaz et donc ça a permis d'avoir des prix relativement bas à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Et donc, vous avez d'un côté certains pays, notamment la France, qui voudraient que l'on généralise au sein de l'Union européenne ce mécanisme de plafonnement des prix du gaz afin de le faire baisser. Et en faisant baisser le prix du gaz, on fera baisser le prix de l'électricité. Et donc, ça va permettre d'apporter une bouffée d'oxygène aux entreprises, surtout qui sont asphyxiées et les ménages aussi par cette situation-là. Par contre, il y a de l'autre côté des pays qui sont contre ce mécanisme-là, notamment l'Allemagne, parce que l'Allemagne explique qu'un plafonnement des prix du gaz pourrait entraîner que l'Allemagne ait des problèmes d'approvisionnement. Parce que si le plafonnement, c'est le principe, ils veulent plafonner à l'importation du gaz, ça veut donc dire que c'est les pays européens qui veulent imposer un prix du gaz. Si moi, Européen, toi, d'Afrique, tu es producteur de gaz, tu veux me vendre, moi je te dis, je n'achète ton gaz qu'à telle hauteur. Donc, au-delà, je ne paye pas. Et donc, toi, tu es libre d'accepter ou de refuser. Et donc, les Européens se disent que comme ce sont de gros consommateurs, en mutualisant aussi leur achat de gaz, ils pourraient donc imposer le prix du gaz aux pays qui sont les producteurs. Malheureusement, l'Allemagne y est contre. Pourquoi ? Parce que déjà 45% de sa production d'énergie vient du gaz. Et donc, elle est extrêmement dépendante du gaz. Et donc, avec la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, si tu veux, elle est sur un fil en matière d'approvisionnement en gaz. Et donc, pour elle, elle veut l'objectif prioritaire, c'est la sécurisation de ses approvisionnements en gaz. Et donc, elle voit dans ce mécanisme de plafonnement de prix du gaz comme une espèce de menace à sa potentiel à son approvisionnement en gaz. Et donc, l'Allemagne est totalement opposée. Et puis, quant à, si tu veux, également le principe selon lequel les Européens voudraient également que l'Allemagne adhère à un mécanisme de solidarité financière, un peu à l'image de ce que les Européens avaient fait pour le Covid. Pour ceux qui ne le savent pas, les Européens avaient fait quoi ? C'est que l'Union européenne avait était allé sur les marchés financiers et avait emprunté de l'argent en se basant sur, si tu veux, la solvabilité ou la bonne note que certains pays européens avaient, notamment l'Allemagne, le Danemark, les pays de l'Europe du Nord de manière générale, le Danemark, les Pays-Bas. Et donc ces pays qui étaient très bien cotés sur les marchés financiers, derrière l'Union européenne est allée emprunter de l'argent grâce à ces pays-là. Et puis, cet argent, en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis cet argent à la disposition des pays qui étaient les moins solvables, les pays d'Europe du Sud qui étaient très endettés et donc qui avaient du mal à pouvoir capter de l'argent sur les marchés financiers, des pays comme le Portugal, des pays comme l'Italie ou l'Espagne qui ont de très mauvaises notes, qui sont très endettés. L'Italie, par exemple, son endettement, c'est plus de 121% de son PIB. Et donc, l'Italie, par exemple, par rapport au Danemark, l'Italie aura 4 fois, 5 fois plus de difficultés pour lever des fonds. Et donc, grâce à ce mécanisme-là, les Européens avaient pu lever 750 milliards d'euros. Et ce sont ces 750 milliards d'euros qui avaient été redistribués entre les pays européens, soit sous forme d'aide, soit sous forme de prêts à taux extrêmement faibles. Et donc, c'est ce mécanisme-là que la France voudrait que l'Europe reproduise, cette fois-ci pour à la fois financer les entreprises européennes qui sont en grave difficulté en raison de la flambée
flambée des prix de cours de l'énergie. Et c'est aussi une façon de demander à l'Allemagne de ne plus faire cavalier seul, parce que l'Allemagne a décidé d'octroyer une aide de 200 milliards d'euros aux ménages et aux entreprises pour faire face justement à cette flambée des prix-là. Et donc les Français et beaucoup de pays européens sont très inquiets de cette mesure prise par Olaf Scholz. Pourquoi ? Parce que grâce à cette aide, elle va permettre aux entreprises allemandes de garder un certain niveau de compétitivité qui va faire qu'au sein même de l'Union européenne, ils risquent d'avoir, si tu veux, des pays qui ne soient pas, des entreprises qui ne soient pas dotées des mêmes moyens, des mêmes mécanismes, et donc qui n'auraient pas les mêmes chances de pouvoir conquérir des marchés. Donc, les entreprises allemandes seraient plus compétitives, notamment à l'international, face aux entreprises américaines ou asiatiques qui, elles, payent des prix de l'énergie 3 fois ou 4 fois moins cher qu'en Europe. Donc, ce sont ces questions-là qui font que ça crée des tensions entre la France et l'Allemagne. Et donc, le Conseil des ministres conjoints franco-allemands qui aurait dû avoir lieu la semaine prochaine, après un premier report en juillet, a été encore reporté une fois de plus inédit pour l'année prochaine, pour début de 2023. Mais la semaine prochaine, mercredi précisément, il y aura une rencontre à Fontainebleau à Paris entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour essayer de colmater les brèches et éviter véritablement le divorce du couple franco-allemand qui est, si tu veux, le moteur de l'Union européenne jusqu'à présent. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.